La décomposition de la lumière blanche par un prisme produit un spectre continu de couleurs allant du violet au rouge. En isolant une bande très étroite de ce spectre, on obtient une lumière dite monochromatique, qui est qualifiée de couleur spectrale et caractérisée par sa longueur d'onde. Cette simple caractérisation est insuffisante dans la pratique, car les couleurs perçues sont rarement monochromatiques et présentent de nombreuses nuances. D'autre part, certaines couleurs n'appartenant pas au spectre continu de la lumière blanche, comme les roses ou les magentas, mais résultant uniquement de la synthèse de d'autres couleurs, elles ne seraient pas définies. Donc il devient nécessaire de trouver une méthode pour caractériser les couleurs autrement que d'après le spectre continu de la lumière blanche. Alors tout d'abord, il est important de préciser que l'œil de référence percevant les différentes couleurs étudiées ici est ce qu'on appelle l'œil humain standard. C'est un œil théorique capable de différencier quelques 8 millions de couleurs différentes et dont la sensibilité spectrale est caractérisée par les 3 courbes qui sont présentées ici. Comme il est possible de définir une couleur de plusieurs manières différentes, différents espaces dans lesquels les couleurs ont été repérées ont été élaborés, et leurs utilisations dépendent bien sûr de ce que l'on souhaite en faire, en termes de synthèse additive ou de synthèse soustractive, de la facilité d'utilisation de cet espace de couleurs, ou bien également de la justesse du modèle vis-à-vis de la perception de la couleur par rapport au cerveau. On va en présenter ici 4 différents de ces espaces de couleurs, le premier étant en fait le plus intuitif, qui s'appelle l'espace RVB. C'est l'espace de repérage de couleurs le plus simple. On attribue à chaque couleur 3 nombres, donc R, V et B, représentant la proportion de rouge, de vert et de bleu respectivement dans la couleur considérée, et compris chacun entre 0 et 1. Dans la plupart des logiciels de traitement d'image d'ailleurs, ces nombres sont compris en réalité entre 0 et 255, donc on comprend qu'il suffit de multiplier par 255 l'intensité relative des composantes de cette couleur. Cet espace est donc représenté ici dans un repère cartésien en 3 dimensions sous forme d'un cube, dans lequel le blanc et le noir sont aux 2 extrémités opposées du cube, donc le noir aurait pour coordonnées 0, 0, 0 et le blanc pour coordonnées 1, 1, 1. Quant au rouge, au vert et au bleu, de coordonnées 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1 respectivement, sont situés aux extrémités de chacun des 3 axes. Le jaune, le cyan et le magenta étant obtenus par mélange de rouge et de vert et de bleu ou de bleu et de rouge, se situent donc naturellement aux coordonnées qui sont présentées sur l'image. On voit alors apparaître un hexagone qui permettra de définir par transformation mathématique de cet espace RGB les espaces TSL ou TSV qu'on verra plus tard et qui caractériseront une couleur à l'aide de paramètres différents dans lesquels la luminosité est prise en compte, bien que ce ne soit pas le cas ici. L'espace TSV est un espace de couleur qui traduit en fait l'espace RVB qu'on vient de voir, mais dans lequel la notion de luminosité d'une couleur intervient. Elle est exprimée en fait par la valeur qui sera notée grand V. C'est la raison pour laquelle il est très utilisé, cet espace TSV, notamment en synthèse additive, et prend une place prépondérante avec l'avènement de l'informatique et donc des écrans avec les pixels, chacun constitué donc de 3 luminophores différents. Dans cet espace, une couleur est définie par 3 caractéristiques. Sa teinte, qu'on note T, codée par un angle qui sera compris entre 0 degrés, donc représentant le rouge, et 360 degrés, qui représente le rouge également. En passant par 60 degrés, le jaune, 120 degrés, le vert, 180 degrés, le cyan, 240 degrés, le bleu et 300 degrés, le magenta. Elle est caractérisée également par sa saturation, qu'on appelle aussi la pureté, qu'on notera grand S. Plus la saturation est faible, plus la couleur est grise, et plus S augmente, plus la couleur sera vive. On parlera plus tard d'une couleur pure pour une saturation qui sera maximale. Et enfin, donc dernière caractéristique d'une couleur, sa valeur, ou brillance, donc notée grand V, plus la valeur d'une couleur diminue, et plus la couleur sera sombre. L'espace TSV est ainsi représenté de 2 manières différentes. Dans certains logiciels de traitement d'image, on le représente par une roue qu'on appelle la roue TSV, dans laquelle on voit en périphérie de cette roue en fait la teinte qui évolue, représentée par la lettre H qui signifie hue en anglais, et donc cette teinte qui évolue bien entre 0 et 360 degrés comme on l'a dit tout à l'heure pour caractériser chacune des teintes entre le rouge, jaune, vert, cyan, bleu, magenta et de nouveau rouge.
Au centre, on a un triangle au niveau duquel la valeur et la saturation évoluent de pair, et donc on a une représentation ici dans laquelle la teinte évolue séparément de la valeur et de la saturation. L'autre représentation possible de cet espace TSV est le cône. Dans le cône TSV, on place au sommet une valeur qui est nulle, donc V égale 0, au niveau de laquelle donc il n'y a que du noir. À la base de ce cône, on retrouve la roue chromatique qui était à peu près dessinée par l'hexagone dans le cube RVB. Au centre de cette roue, on retrouve le blanc. La teinte est donc toujours repérée par un angle et la saturation est repérée par la distance au centre, enfin par rapport au centre, de manière à exprimer donc la couleur qui serait plus ou moins pure. Une couleur serait donc pure lorsqu'elle se placerait à la périphérie du cône. Deux couleurs complémentaires dans cette représentation-là seraient donc deux couleurs dont le mélange des deux donnerait du blanc, exactement comme sur un cercle chromatique, c'est-à-dire en fait opposés au niveau de la base du cône, de part et d'autre donc du centre de la roue chromatique. On passe maintenant à l'espace TSL, donc l'espace teinte, saturation, luminance, qui est un modèle en fait plutôt perceptuel, le plus intuitif des espaces de couleurs basé sur le ressenti de l'œil. Il est très utilisé notamment en synthèse soustractive puisque la luminance, donc grand L, dépend en fait de l'éclairement, c'est-à-dire en fait de l'illuminant, comme on en reparlera un petit peu plus tard dans l'analyse d'un diagramme de chromaticité. C'est donc un espace qui est très adapté à l'étude de couleurs issues de mélanges de pigments, donc ou d'encre ou de teinture. Ici, la teinte et la saturation sont définies à peu près comme dans l'espace TSV, donc la teinte est représentée par un angle entre 0 et 360 degrés, et la saturation est évaluée par rapport à la distance au centre de la roue chromatique. La luminance, quant à elle, est positionnée sur un axe vertical qui évolue entre 0 et 1, donc L égale 0 définit la couleur noire, et L égale 1 définit la couleur blanche. Dans l'espace TSL, la teinte et la saturation sont totalement indépendantes de la luminance. Ici par exemple, sur le logiciel Paint, on voit apparaître sur l'axe vertical l'échelle de valeur en niveau de gris, alors que dans le carré coloré, on s'aperçoit que la teinte et la saturation définissent un plan et donc évoluent ensemble. On peut remarquer qu'en parallèle, les intensités relatives des trois luminophores RVB des pixels d'un écran traduisent en fait les paramètres de teinte, saturation et valeur de l'espace TSL, comme c'est indiqué dans le cercle rouge. L'espace TSL est donc représenté, peut être également représenté sous une autre forme, comme on va le voir dans la diapositive suivante. L'espace TSL peut être ainsi représenté sous forme d'un double cône. La luminance évolue entre le noir et le blanc, donc on l'a vu entre 0 et 1, sur un axe vertical, et la roue des couleurs, donc la roue chromatique, se situe alors au milieu pour une luminance égale à 0,5. L'inconvénient de cette représentation, et donc de cet espace TSL, est que cette représentation des couleurs en double cône n'a aucune légitimité mathématique et les coordonnées sont difficilement exploitables. D'autre part, deux couleurs complémentaires sont ici définies sur la roue chromatique centrale et donc donnent toujours du gris lors de leur mélange et jamais du blanc, ce qui est quand même gênant pour l'utiliser en synthèse additive. Il s'agit maintenant de terminer par la présentation de l'espace Lab, noté L étoile, A étoile, B étoile. On justifiera juste après la raison de cette notation, qui est l'espace qui modélise le mieux la vision humaine car il est fondé sur le principe d'opposition, utilisé par le cerveau lors de sa perception des couleurs. Par exemple, en opposant la couleur rouge et la couleur verte, on comprend bien qu'il est impossible de définir une couleur par le qualificatif de couleur rouge-verte, comme on pourrait par contre définir une couleur en disant qu'elle est bleu-verte. Ainsi, le noir est bien opposé au blanc, et il est évalué sur l'axe vertical par ce qu'on appellera la clarté, notée L étoile. Le rouge est opposé au vert, il sera évalué sur sur un axe perpendiculaire à l'axe L étoile, qui sera l'axe A étoile, et le bleu sera opposé au jaune sur l'axe B étoile, donc perpendiculaire aux axes L étoile et A étoile. A étoile et B étoile étant orthogonaux, ils définissent donc un plan
orthogonale à L étoile, qui est l'axe vertical. Par convention, on positionnera le noir pour une valeur L étoile qui vaudra 0 et le blanc pour une valeur L étoile qui vaudra 1. Le vert pour une valeur de A étoile qui sera négative et le rouge pour une valeur de A étoile qui sera positive. Le bleu pour une valeur de B étoile qui sera négative et le jaune pour une valeur de B étoile qui sera positive. Sur un plan particulier pour une valeur de L étoile donnée, on retrouve donc les axes A étoile et B étoile perpendiculaires, sur lesquels on pourra déterminer la chroma, c'est donc rien d'autre que la saturation qu'on avait définie précédemment, comme étant la racine carrée de A étoile au carré plus B étoile au carré, et la teinte comme étant toujours donc cet angle défini par arctangente de B étoile sur A étoile. On peut préciser d'ailleurs que la saturation et la teinte évoluant de pair, exactement comme dans l'espace TSL. On parle également de chrominance pour définir donc ces deux paramètres. Comme les systèmes de coordonnées des espaces de couleurs présentés précédemment ne sont quand même pas très simples, il s'agit de présenter une dernière représentation de repérage des couleurs, qui est le diagramme de chromaticité CIE-XY, qui est en fait le diagramme le plus répandu, le diagramme de chromaticité le plus répandu. Il est représenté par un repère en 2 dimensions, avec un Y en fonction de X, où X et Y définissent la chrominance, c'est-à-dire, on l'a vu, le paramètre permettant de qualifier à la fois la teinte d'une couleur et sa saturation, donc une couleur qui serait plus ou moins vive ou plus ou moins grise. Pour préciser également la dernière caractéristique dont on a déjà parlé plusieurs fois, permettant de qualifier l'intensité lumineuse d'une couleur, en réalité, ce dernier paramètre, qui est la luminance, n'apparaît pas sur ce diagramme en 2 dimensions, mais il apparaît sur l'axe perpendiculaire au plan de ce diagramme. Pour mieux comprendre ce que représente la luminance, on peut indiquer que pour un ciel couvert, nuageux, la luminance serait de quelques centaines de candela par mètre carré. Quand à l'aube, au contraire, la luminance serait plutôt de quelques unités. Le diagramme des couleurs, donc ou diagramme de chromaticité, est donc donné en 2 dimensions, c'est-à-dire pour une luminance particulière, afin de le représenter plus simplement. C'est pourquoi sur ce diagramme, les couleurs sombres, c'est très important, ne sont pas représentées. Elles sont associées à une luminance plus faible. Ainsi, le orange sur ce diagramme serait en fait un marron brun sur un diagramme de chromaticité de luminance plus faible. Alors, comment lit-on les différentes caractéristiques d'une couleur sur ce diagramme? Une couleur est donc ici donnée pour une luminance particulière, grâce à ses coordonnées X et Y, donc relevant de la saturation et de la teinte de cette couleur. Il faut préciser que le lieu du spectre, qu'on appelle aussi spectrum locus, représente l'ensemble des couleurs dites pures, définies comme des ondes électromagnétiques monochromatiques qui pourraient être obtenues par dispersion de la lumière blanche du Soleil. Donc on la représente ici par le trait rouge vif. La ligne des pourpres correspond à la droite, rejoignant les 2 extrémités du lieu du spectre. Elle rassemble les couleurs qui n'appartiennent pas au spectre continu de la lumière blanche, on en a déjà parlé en introduction, le rose et le magenta par exemple, mais qui sont obtenues par synthèse additive du rouge et du bleu. On la représente ici par une ligne plutôt brune, donc en bas du diagramme de chromaticité. On repère aussi à chaque fois, et c'est très important, le point d'équiénergie qu'on note grand E, parfois aussi W pour white en anglais, et qui représente en fait le blanc d'équiénergie à la luminance particulière du diagramme, qui a toujours pour coordonnées 0,33, 0,33. Enfin, donc bien sûr, comme une couleur repérée par ses coordonnées X et Y est située entre le lieu du spectre et la droite des pourpres, sa couleur complémentaire se situera donc, de même que sur le cercle chromatique, à l'opposé du point C, donc de la couleur en question, par rapport au point d'équiénergie.
Pour qualifier la teinte d'une couleur sur le diagramme de chromaticité, on donne en fait sa longueur d'onde dominante. C'est-à-dire qu'en fait, on trace la droite passant par les points C et E, et coupant le lieu du spectre au point C', et on lit au niveau du point C' la longueur d'onde donc qui intervient. Ici par exemple le point C' est positionné pour une longueur d'onde de 499 nanomètres, donc la teinte de la couleur C sera donc définie par sa longueur d'onde dominante de 499 nanomètres. Ainsi toutes les couleurs qui appartiennent au segment C'E sont donc des couleurs qui possèdent la même teinte. Cependant, la question se pose pour une couleur qui serait dite non spectrale, c'est-à-dire encore une fois, nous l'avons vu précédemment, pour une couleur qui ne pourrait pas être caractérisée par une longueur d'onde, puisque donc n'appartenant pas au spectre continu de la lumière blanche. Le domaine de ces couleurs non spectrales est représenté ici par le triangle hachuré en bas du diagramme de chromaticité. Dans ce cas, pour une couleur non spectrale, sa longueur d'onde dominante sera l'opposé de la longueur d'onde dominante de sa couleur complémentaire. C'est-à-dire que par convention, finalement, la teinte d'une couleur non spectrale sera reconnue par une longueur d'onde dominante négative. Maintenant, comment déterminer la saturation d'une couleur sur le diagramme de chromaticité? La saturation d'une couleur, donc notée S, représente la proportion de blanc dans une couleur. Elle est donnée en pourcentage et varie donc de 0% à 100%. Elle est évaluée par la relation CE sur C'E. Donc c'est un rapport de distance. Les distances CE et C'E sont directement mesurées à la règle en fait sur le diagramme de chromaticité. Aucune importance au niveau de l'échelle puisque ce qui nous intéresse c'est un rapport de distance. Ici par exemple la saturation de la couleur C qui est calculée par le rapport de 1,3 sur 2,4 donne 54%. On avait indiqué au départ que la saturation pouvait être aussi qualifiée de pureté. On parle alors de facteur de pureté dès lors qu'on ne donne pas cette valeur-là en pourcentage, mais simplement en valeur décimale, donc inférieure à 1, ainsi le facteur de pureté vaudra 0,54 quand la saturation vaut 54%. Une couleur sera dite pure lorsque cette couleur appartient au lieu du spectre. C'est-à-dire, en fait, toutes les couleurs qui sont saturées à 100% sont donc des couleurs dites pures. Il en va de même pour la saturation d'une couleur non spectrale. Cette saturation sera toujours calculée comme étant le rapport de CE sur C'E, avec par contre, bien sûr, le point C' cette fois-ci positionné sur la ligne des pourpres. Nous disions tout à l'heure qu'une couleur, une couleur spectrale ayant une saturation de 100%, pouvait être qualifiée de pure. On peut préciser qu'en réalité, pour les couleurs non spectrales, bien qu'ayant une saturation de 100%, on ne peut pas parler de couleurs pures, parce que, en fait, elles ne peuvent pas être représentées comme des radiations monochromatiques du spectre continu de la lumière blanche. Une remarque sur la définition de couleurs complémentaires. En utilisant le diagramme de chromaticité, C et D pourront être définies comme étant complémentaires si elles ont en fait une saturation égale et qu'elles sont positionnées, donc bien sûr, de part et d'autre du point d'équiénergie. En conclusion, une couleur étant entièrement définie par ses coordonnées X et Y et sa luminance, cela revient en fait à la définir, nous l'avons vu précédemment, en donnant les trois caractéristiques suivantes, la teinte, la saturation et la luminance. C'est la raison pour laquelle donc certains logiciels de traitement d'image sont fondés sur la caractéristique teinte, saturation, luminance, comme GIMP ou Paint par exemple. Au niveau du vocabulaire, on peut définir une couleur comme étant par exemple une couleur vive lorsqu'elle est en réalité claire, c'est-à-dire associée à une luminance élevée, et saturée, saturation également élevée. Une couleur sera dite pâle lorsqu'elle sera claire et lavée, sous-entendu lavée de blanc, c'est-à-dire avec une saturation faible. Une couleur sera dite profonde lorsqu'elle sera foncée, donc luminance faible, et saturée, saturation élevée. Et elle sera dite enfin rabattue lorsqu'elle sera foncée, luminance faible, et lavée, sous-entendu lavée de blanc, avec une saturation qui sera faible également. Autrement dit, une couleur sera d'autant plus pâle qu'elle se rapprochera du blanc, d'autant plus rabattue qu'elle se rapprochera du noir. Il est bon de préciser que la perception d'une couleur dépend de la lumière qui l'éclaire. Ainsi, une couleur jaune ne sera pas perçue de la même manière suivant si elle est éclairée par une lumière bleutée ou par une lumière orangée. C'est pourquoi apparaît parfois la courbe des illuminants au milieu du diagramme de chromaticité.
Un illuminant caractérise la moyenne des sources lumineuses conventionnelles utilisées pour éclairer la couleur et est défini généralement par sa température de corps noir. C'est-à-dire qu'un illuminant repéré par une température de 4800 Kelvin par exemple émettra un spectre continu d'origine thermique analogue à celui émis par un corps noir chauffé à 4800 Kelvin. La raison pour laquelle, lors de la présentation du diagramme de chromaticité, nous avions positionné E aux coordonnées x égale 0,33, y égale 0,33, c'est parce qu'en fait, nous travaillons implicitement avec l'illuminant D65, c'est-à-dire celui qui reproduit la lumière du jour, associé à une température de 6500 Kelvin, donc positionné à cet endroit en particulier sur le diagramme et entouré ici en rouge. Aussi, si on se place en présence d'un illuminant à une température de 2800 Kelvin, nécessairement le point d'écu énergie est déplacé, donc on l'a entouré ici sur la diapositive, au niveau de 2800 Kelvin, et à ce moment-là, on comprend bien que la mesure de la teinte et la mesure de la saturation seront différentes. Le point C' ne se retrouvera pas au même endroit au niveau du lieu du spectre, puisque la droite CE ne sera plus la même que celle représentée lorsque le point E était au niveau de 6500 Kelvin, et bien sûr, donc la mesure de la saturation, qui dépendait des distances CE et C'E, sera également différente. Une même couleur C peut donc être perçue de différentes manières si les illuminants sont différents, ce qui permet de retrouver le résultat dont on parlait précédemment avec une couleur jaune qui serait rendue différemment si elle était éclairée par une couleur plutôt bleutée, enfin par une lumière plutôt bleutée ou par une lumière plutôt orangée. L'infinité des couleurs présentes dans la nature et observables par l'œil humain standard sont caractérisées par leur teinte, saturation et luminance, comme on l'a présenté précédemment. Pour une luminance donnée, on retrouve ainsi toutes les couleurs possibles sur le diagramme de chromaticité. Cependant, lorsqu'il s'agit de reproduire cette couleur par un écran, un scanner ou une imprimante, le dispositif de reproduction ne peut pas forcément rendre fidèlement la couleur originelle. En effet, les couleurs primaires, comme les couleurs obtenues par synthèse additive ou soustractive, ne sont pas toutes reproductibles. Seules celles appartenant à ce qu'on appelle le gamut, c'est-à-dire en fait la gamme de couleurs reproductibles par le dispositif de reproduction, pourra être, cette couleur-là, reproduite fidèlement. Si la couleur n'appartient pas au gamut du dispositif de reproduction, dans ce cas-là, elle ne pourra pas être reproduite fidèlement et sera alors légèrement modifiée, comme c'est représenté sur la diapositive par donc les deux verts indiqués ici. Les couleurs qui seront donc hors du gamut ne pouvant pas être reproduites correctement seront alors légèrement différentes de la couleur réelle perçue par l'œil humain standard. Dans le cas de systèmes fondés sur la synthèse additive, le gamut prend la forme d'un triangle, généralement dans le diagramme de chromaticité CIE-XY, aux trois sommets duquel se trouvent les trois couleurs primaires, donc rouge, vert et bleu. Ici, on a représenté le gamut contenant l'espace sRGB, qui est en fait le plus petit gamut contenant toutes les couleurs reproductibles par l'intégralité des dispositifs de capture et de reproduction d'images. C'est donc le plus petit dénominateur commun permettant de reproduire les couleurs photographiées ou à imprimer. Un écran d'ordinateur possédant un gamut de type Adobe RGB comme celui indiqué ici pourra reproduire, par exemple, exactement la couleur verte repérée par le point V, mais pas la couleur bleue repérée par le point B. Pour les dispositifs de reproduction des couleurs fondés sur la synthèse soustractive, donc par exemple des imprimantes ou des presses d'imprimerie, la forme du gamut peut être un hexagone aux 6 sommets duquel se trouvent les trois couleurs primaires de la synthèse soustractive, donc cyan, magenta et jaune, et leurs trois couleurs secondaires, c'est-à-dire en fait leurs complémentaires, rouge, vert et bleu. Ici, on a positionné 4 points différents, donc A, B, C et D, qui vont pouvoir être reproductibles par un écran ou bien par une presse d'imprimerie ou une imprimante, en fonction donc bien sûr de la nature de leur gamut. Tous ces points A, B, C et D sont bien sûr des points donc associés à des couleurs qui sont perçus toutes par l'œil humain standard, puisqu'en fait le diagramme de chromaticité, on l'a bien compris maintenant, le diagramme de chromaticité CIE-XY est en fait constitue donc le gamut, c'est-à-dire la gamme de l'ensemble des couleurs perceptibles par l'œil humain standard.
Ainsi donc par exemple, le point B représente une couleur qui est perçue par l'œil et reproduite telle qu'elle par des écrans Adobe RGB, donc très fidèlement. Par contre, de la même manière, une presse ou une imprimante donnera une image qui sera fidèle à l'image donnée à l'écran contenant ce gamut Adobe RGB. Pour le point C, une presse d'imprimerie ne pourra pas rendre fidèlement l'image affichée par l'écran qui, donc par exemple, possède un gamut Adobe RGB. Mais par contre, cette couleur-là pourra être rendue fidèlement par une imprimante à 11 encres qui souhaiterait l'imprimer. Le point D étant hors de tous les gamut d'imprimantes ou utilisés par des écrans d'ordinateur, aucun écran ni aucune imprimante ne peut donc traduire la couleur perçue par l'œil. Remarquons enfin que sur notre écran d'ordinateur, toutes les teintes de vert au-dessus des points C et D sont par ailleurs les mêmes, si on regarde bien. Ce qui paraît évident, puisqu'en fait le gamut de notre ordinateur, encore une fois, ne permet pas de rendre fidèlement les couleurs perçues différemment par notre œil à de telles coordonnées. Une remarque, pour finir. Nous avons indiqué en introduction que l'œil humain standard pouvait différencier jusqu'à 8 millions de couleurs différentes. Pourtant, sachant qu'avec 3 luminophores par pixel possédant chacun 255 intensités différentes, le pixel d'un écran peut faire apparaître environ 16 millions de couleurs différentes. Comment justifier dans ce cas que toutes les couleurs perçues par l'œil humain standard ne soient pas rendues par un écran d'ordinateur? Il ne faut pas oublier que ces 16 millions de teintes différentes, donc de couleurs plutôt différentes rendues par l'écran, n'en sont pas moins contenues dans le gamut de cet écran. Or, l'œil humain standard pourra ne pas différencier deux couleurs codées différemment par un écran, mais par contre pourra percevoir une couleur qui ne sera pas reproductible par cet écran, si celle-ci est bien sûr hors du gamut de l'écran.